Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, avoir une consommation raisonnable et raisonnée du numérique, vous le savez, ça s'apprend. On vous propose justement de challenger vos notions sur le sujet avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. Ce sera l'épisode 3 de la saison 2 aujourd'hui à suivre. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui tu as décidé de nous emmener dans l'univers des jeux vidéo et surtout dans leur esthétique. Tout à fait. J'ai lu une étude de DFC Intelligence qui nous parle de plus de 3 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Donc, c'est une des plus grosses usines de production d'images. Évidemment, comment ne pas s'y intéresser ? Absolument, et on le fait avec toi et on en est ravis. Notre question du jour, 4 collégiens sur 5 veulent devenir bénévoles dans une association. C'est le résultat d'une enquête étonnante menée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Des 13-14 ans qui veulent s'investir dans des causes qui leur tiennent à cœur, par le bénévolat d'ailleurs ou par le don. Génération Asso, on en parle avec Jean-Paul Caille. Jean-Paul, vous êtes expert scientifique à l'INGEP. C'est justement l'Institut qui publie cette étude dont vous êtes co-auteur. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Caroline Ménager. Caroline, vous êtes la cofondatrice de Pixpay et responsable du Teenage Lab. Pixpay, cette solution fintech pour les ados et leurs parents qui prône aussi une certaine éducation financière. Bonjour à vous. Bonjour. On y revient dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Et vous le savez par cœur désormais, éduquer aux médias et à l'information, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. On suit le Clémy qui a lancé une campagne en vidéo pour pouvoir nous aider à avoir une consommation plus raisonnable et plus raisonnée du numérique. La famille, tout écran, saison 2, épisode 3, c'est parti. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Non chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand on maquille trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Ah oui, désamorcer l'impact des images, c'est toujours extrêmement important. En discuter justement avec les plus jeunes pour pouvoir partager ses craintes vis-à-vis des écrans et des images qui y sont proposées. Nous, on va démarrer la première partie de notre talk avec Jean-Paul Caille, avec Caroline Ménager. On s'intéresse aujourd'hui à l'engagement des ados et leur passion pour le bénévolat. On va démarrer justement cette discussion avec vous, Jean-Paul Caille, puisque vous êtes expert scientifique et co-auteur de cette étude absolument inédite à l'INGEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous avez interrogé un échantillon de 12 000 collégiens de 13 ou 14 ans sur leur souhait de bénévolat associatif au cours des années à venir. Et il en ressort ce chiffre impressionnant, 4 d'entre eux sur 5 veulent devenir bénévoles dans une association. Oui, 82% exactement. Alors c'est un chiffre qui peut paraître élevé, mais qui, lorsqu'on le compare à d'autres indicateurs, et je pense notamment au baromètre jeunesse, que la direction de la jeunesse publie chaque année, on retrouve sur la tranche des 18-30 ans rigoureusement le même chiffre. En 2019, c'est 82%. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des engagements, une forte volonté d'engagement, c'est un projet très fédérateur. Mais en même temps, il y a des divergences aussi bien sur les thématiques et puis il y a certaines catégories d'élèves
qui sont plus motivés par ce type de projet. Et on va y revenir, mais ça veut dire qu'il y a une véritable cohérence de l'adolescence jusqu'au jeune adulte pour cet engagement, cette envie justement de servir la société en s'engageant au travers d'un processus associatif, une cause, une organisation qui permet de défendre justement les sujets dont on veut s'emparer. Absolument, et là, on se regarde un peu la manière dont les élèves ont répondu. 43% ont répondu qu'ils souhaitaient certainement s'engager, qu'ils étaient sûrs de vouloir le faire. Or, lorsqu'on regarde dans la population générale, la proportion de bénévoles, elle est de 43%. Donc vous voyez, c'est vraiment une préfiguration assez fidèle de ce que ces jeunes, dans leur vie adulte, vont pouvoir vivre. Et est-ce qu'ils ont une définition assez claire de ce qu'implique le bénévolat? Ils ont une image fidèle à la réalité de cette envie d'engagement? Alors ça, si vous voulez, l'enquête ne peut pas répondre véritablement avec précision. La question qui était posée, c'était envisagez-vous dans les années à venir de vous engager de manière pour le bénévolat dans des associations, mais si vous voulez, on n'a pas fait une définition très précise du bénévolat. Alors ça tombe bien parce qu'il y a peut-être un autre acteur autour de cette table qui en a fait peut-être pas une définition précise, mais en tout cas qui s'engage aussi dans cette voie. C'est vous, évidemment, Caroline, avec Pixpay. Vous êtes la cofondatrice de cette solution FinTech pour les ados et leurs parents et aussi responsable du Teenage Lab qui va aller justement scruter les tendances de consommation notamment et de comportement de ces jeunes utilisateurs et utilisatrices vis-à-vis de leurs envies, tout simplement, de consommation, mais pas que. Vous venez de mettre au point sur Pixpay, et on reviendra au modèle ensuite, un feature en fait qui permet de pouvoir faire un don à une association directement depuis cette carte bleue qui leur est fournie. Ce don, c'est quelque chose qui suscite un engouement assez radical de la part de vos très jeunes utilisateurs et utilisatrices. Je rappelle qu'on s'adresse à une population de 10 à 20 ans. Oui, tout à fait. Effectivement, on est convaincu chez Pixpay que apprendre à gérer son argent, ça prend en compte plein de dimensions, et notamment la dimension d'apprendre à donner. C'est quelque chose où, et d'ailleurs on le voit dans l'étude de M. Caille, il y a une passation de témoins entre le parent et l'enfant sur un certain nombre de choses, et donc cette éducation au don, elle est importante et dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, quand on est ado, c'est pas évident de donner, autrement que directement à quelqu'un qu'on va peut-être rencontrer dans la rue ou via ses parents, mais là, l'enfant n'a pas encore l'opportunité de le faire directement. Donc c'est ce qu'on a vraiment voulu rajouter dans Pixpay, c'est la possibilité pour le jeune de s'engager et de faire des micro-dons. Alors le don moyen est d'1 €, donc c'est pour le coup assez faible mais très corrélé aussi au budget de l'adolescent, de faire des dons directement depuis leur application. Et c'est quelque chose qui est assez direct, ça leur permet de générer tout de suite ce don. Est-ce qu'ils se rendent compte du coup, ou pas peut-être, il n'y a pas d'effet, enfin il y a un effet indolore justement par contre de ce don, c'est pris sur leur budget argent de poche, sur l'argent qui est sur leur compte Pixpay et sur leur carte bleue. Donc finalement, le fait de donner, c'est quelque chose d'assez direct, d'assez normal. Exactement, et c'est vraiment ça qu'on a voulu créer, c'est cette capacité à se dire... Je le fais, effectivement, comme vous dites, c'est assez indolore, ce qui favorise aussi la répétition du don. Et c'est pour ça que c'est 1 €. On a très peu de dons qui sont beaucoup plus élevés. Encore une fois, l'argent de poche moyen d'un ado, c'est 30 €. Donc il va falloir qu'il soit mesuré sur c'est déjà pas mal. 30 €, 1 € donné à une association par mois, c'est quand même c'est plutôt généreux. Ouais. Voilà, donc non, on a un gros engouement de nos adolescents pour cette fonctionnalité dans l'application. Engouement pour la fonctionnalité, mais pour quelle cause en particulier? Parce qu'on va le voir avec Jean-Paul dans un instant. Il y a des domaines justement d'engagement très précis. Alors, oui, nous, on a vraiment commencé par favoriser des associations qui sont plutôt dans le domaine de la RSE. Donc, protection des océans notamment, mais pas que. Et c'est vrai que l'étude va nous faire ouvrir nos chakras aussi, parce que je pense qu'il y a d'autres typologies d'associations qui sont intéressantes et que les ados pourraient vouloir soutenir. Donc, voilà, on a fait un choix de lancement, mais qui a vraiment une vraie vocation à s'élargir pour couvrir d'autres typologies d'associations et de répondre, encore une fois, aux différentes attentes des adolescents qui ne sont pas toutes les mêmes. Parce que ce qui est intéressant, encore une fois, dans votre étude, Jean-Paul, c'est le fait de s'apercevoir de la diversité des causes qui sont embrassées par ces 13-14 ans qui veulent du coup vraiment participer à cet engagement sociétal en étant bénévoles dans des associations. On va voir que la plus forte volonté d'engagement des enfants, c'est chez les filles,
justement, ça c'est cocorico pour justement les jeunes filles qui ont cette envie d'engagement chevillé au corps. C'est aussi d'autant plus vrai qu'entendre leurs parents est déjà bénévole. Et puis, c'est aussi vrai quand ils veulent s'emparer de la protection de l'environnement, par exemple, quand ils veulent aussi s'emparer de l'égalité citoyenne, de l'égalité aussi qui va toucher à la protection de l'environnement, au secourisme, à l'aide aux personnes en difficulté ou encore au sport. C'est très varié. Alors, c'est très varié, mais ce qui frappe quand même, c'est qu'il y a... les questions sociales, quand même, motivent, mobilisent beaucoup de jeunes. Alors, le premier thème, je le rappelle, c'est la lutte contre les discriminations. Et c'est un thème qui va être choisi par 52% des collégiens, donc la majorité d'entre eux. Et puis ensuite, l'environnement vient tout de suite derrière, mais quand même avec plusieurs points de différence. Quand même, c'est 44%. Et puis ensuite, on retrouve le sport, l'aide aux personnes en difficulté avec 40% et la santé avec 38%. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le top 5 des thèmes sur lesquels les jeunes veulent s'engager. Alors, un peu moins attractif, nous avons les missions humanitaires à l'étranger, l'encadrement des jeunes et des adolescents, le soutien scolaire, qui vont réunir à peu près autour de un adolescent sur 4. Et puis alors, il y a un parent pauvre dans cette thématique, et c'est un peu surprenant d'ailleurs, c'est la protection du patrimoine qui va ne rassembler que 14% d'élèves. Alors c'est un peu surprenant parce que d'abord s'il y a une grande visibilité médiatique aujourd'hui avec les journées du patrimoine, le loto du patrimoine de Stéphane Bern, et puis surtout on est dans des jeunes qui sont scolarisés et on aura pu penser que l'école les sensibilise à ces causes, dont un récent rapport de la Cour des comptes d'ailleurs vient de rappeler combien au niveau financier elle a besoin et c'est un peu la surprise ou la mauvaise surprise un peu de l'enquête sur ce thème. Mais ça veut dire que si je vous entends bien, ils préfèrent avoir un patrimoine du vivant à mettre justement en haut des causes pour lesquelles ils s'engagent, l'environnement, la protection du climat. Et puis surtout, finalement, ce sont des thèmes qui correspondent bien à ce qu'ils peuvent vivre aussi, ces 13-14 ans au quotidien, quand on lutte contre les discriminations, par exemple. Absolument. Je pense que le principal moteur du choix d'engagement, du choix du domaine d'engagement, en tout cas, c'est bien les conditions de vie des jeunes. Alors, il y a quand même, on va revenir, je pense, tout à l'heure sur les filles qui sont quand même un peu particulières sur ces positionnements, parce que c'est pas simplement pour leurs conditions de vie qui veulent s'orienter vers des causes sociales. Mais dans beaucoup d'autres cas, c'est bien ce qu'on observe. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ils sont d'abord attentifs à leurs conditions de vie. Et la première chose qu'ils veulent modifier, c'est ce qui leur apparaît en mauvais fonctionnement. La source d'inspiration numéro 1, c'est la vie, la vraie vie, ce qu'ils traversent au quotidien. Ça aussi, vous l'observez de façon très fine, Caroline, avec Pixpay et surtout le Teenage Lab. Vous avez envie d'enrichir aussi la liste des associations auxquelles est ouverte cette application, ce feature de dons chez Pixpay ? Totalement. Effectivement, notre ambition, c'était déjà de lancer. Donc, on a lancé avec une première association qui aujourd'hui tourne tous les 3 mois. Mais effectivement, encore une fois, la diversité des attentes, elle est réelle. Donc, voilà, nous, on a envie de couvrir plus de typologies d'associations. Effectivement, la lutte contre les discriminations, c'est un sujet qu'on voit régulièrement. On a envie de pouvoir s'engager, ou en tout cas de pouvoir permettre aux ados de s'engager dans ces thématiques-là. Donc actuellement, on rencontre un certain nombre d'associations potentiellement partenaires pour pouvoir enrichir le panel d'associations qu'on va proposer aux adolescents. Et je sais qu'il y a un système de feedback qui est très important pour Pixpay, entre les parents, entre les enfants, vos utilisateurs et utilisatrices directs et réguliers. Est-ce qu'ils peuvent vous faire des propositions, par exemple, d'associations dans lesquelles ils aimeraient justement pouvoir s'investir ? Complètement. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on a une grosse communauté Instagram, plus de 75 000 utilisateurs ados qui nous font leur retour régulièrement. Donc, on leur pose effectivement des questions sur tout un tas de sujets, mais notamment sur les associations partenaires qu'ils voudraient soutenir, les thématiques qui les intéressent.
Donc oui, c'est pour nous indispensable de construire un produit qui répond aux besoins des utilisateurs à la fois parents et ados. Donc on les interroge de façon quasi permanente sur tout ce qui va toucher leur quotidien. Et ce quotidien, il touche, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Paul, aussi les filles qui, on le voit dans votre enquête encore une fois, sont les premières à vouloir justement s'engager, s'investir, pratiquer ce bénévolat pour le bénéfice d'une cause. Pourquoi elles sont particulièrement plus attentives à cet engagement-là ? Bon, alors, d'une manière générale, d'abord, il faut le rappeler, c'est vraiment les questions sociales qui les motivent le plus. Grosso modo, c'est tout ce qui peut, en définitive, avoir une utilité sociale, être utile pour les autres. Donc, on a la lutte contre la discrimination, qui est quand même beaucoup plus fortement choisie par les filles que les garçons. 60% des filles, seulement 44% des garçons. Et puis, on va retrouver aussi des écarts importants sur l'aide aux personnes en difficulté, sur la santé, sur les missions humanitaires à l'étranger ou tout ce qui est encadrement de jeunes ou soutien scolaire. Alors c'est assez cohérent avec ce qu'on sait par ailleurs de toutes les enquêtes sur l'orientation professionnelle des filles, qui sont de toute façon toujours beaucoup plus motivées par les activités qui sont utiles aux autres. Alors ces souhaits d'engagement plus forts des filles n'est pas général. Vous avez deux thèmes qui échappent à cette domination des filles. Le premier, ça ne va pas vous surprendre, c'est le sport. Bon, si, quand même, ça me surprend. Oui, mais toutes les études montrent que les filles sont quand même un peu moins sportives, mais il ne faut pas dire qu'elles ne sont pas sportives. Ah, tout à fait, je me ferai fort de vous reprendre si toutefois vous le pensez. Elles le sont un peu moins que les garçons. Et donc là, on a un écart assez sensible. Je vous dis le chiffre de mémoire, je crois que c'est 44%, 36%, vous voyez. Et puis, l'autre domaine, c'est le patrimoine. Le patrimoine est plus choisi par les garçons, mais vous savez, dans les deux cas, c'est très bas. C'est 17% des garçons et 11% des filles. Ça reste une frange. Alors, on a par contre deux thématiques qui sont mixtes, qui sont plus mixtes, bien qu'il y ait une domination des filles. C'est l'environnement, 47% des filles le choisissent, 42% des garçons. Et puis le secourisme, alors lui c'est presque à égalité, 42% des filles et 40% des garçons voudraient s'engager dans une association qui s'occupe de cette activité. Est-ce qu'il y a des différences que vous voyez justement émerger, Caroline, chez Pixpay vis-à-vis de vos utilisateurs et utilisatrices ? Est-ce que parfois les filles sont plus engagées que les garçons ou inversement ? C'est quelque chose qui est assez facilement repérable ? Alors on a effectivement tout à fait capacité à voir ce type d'écart. En l'occurrence, sur la fonctionnalité de don, c'est assez proche, même si les filles ont tendance à être un peu plus généreuses que les garçons. Mais d'ailleurs, c'est marrant, de manière un peu générale, elles ont un comportement qui est globalement plutôt plus responsable. Typiquement, on a aussi en place dans notre application des méthodes d'épargne. Donc, c'est des petites méthodes très simples, encore une fois, pareil, indolores, pour mettre de côté facilement. On voit que les filles activent significativement plus les méthodes d'épargne que les garçons. Donc, elles ont effectivement, sur tout un tas de sujets, un comportement qui est un peu différent de celui des garçons. Les garçons, par exemple, vont plus utiliser Apple Pay, Google Pay, pour prendre quelque chose de très différent. Donc, peut-être ou aller plus acheter en ligne. Donc, voilà, on voit vraiment des comportements qui émergent de façon différenciée et dès le plus jeune âge. Et il y a peut-être justement cette idée aussi de responsabilité quant à son éducation financière, quant à aussi son impact sociétal et environnemental, chez les filles qui semblent en tout cas avoir conscience de ces notions-là un petit peu plus tôt que les garçons. Effectivement, c'est ce qui ressort de façon statistique, encore une fois, de nos données. On sent qu'elles ont une prise de conscience peut-être plus précoce, plus forte de ce type de sujet, oui. Alors c'est intéressant, Jean-Paul, parce que je crois qu'il y a une loi d'ailleurs relative à l'égalité, à la citoyenneté. Elle a été votée le 27 janvier 2017 et elle est faite pour faciliter l'engagement associatif des jeunes de moins de 16 ans. Elle rend d'ailleurs possible une validation des compétences acquises lors d'un engagement citoyen ou bénévole. Dans le cursus des étudiants, ça ce seront pour ceux qui passeront les barrières d'après, donc c'est pour les plus de 16 ans pour le coup. Est-ce que ça ressort comme objet de motivation dans les très jeunes adolescents que vous avez audités? Ça, je ne peux pas vous répondre à la question, car la question ne leur a pas été posée. Mais c'est certain que cette loi permet justement aux jeunes de moins de 16 ans, d'une part de participer à la constitution d'une association, de participer à sa gestion, sous réserve d'un accord écrit de leur responsable légal. Mais je pense que c'est certainement un progrès, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une barrière d'âge en termes d'engagement, c'est 16 ans et après 16 ans.
Et je pense que cette loi va vraiment dans le bon sens. Hein. Oui, on imagine aussi que du coup, ça incombe d'autres responsabilités pour les ONG et les associations qui accueillent ces très jeunes adolescents en tant que bénévoles au sein de leurs organisations. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour les jeunes de s'engager. Donc moi, je découvre en fait cette loi via cette émission. Je suis ravie. Et je pense que d'ailleurs, on va en parler très bientôt à nos adolescents sur Instagram pour les sensibiliser. Nous, notre enjeu, il est vraiment, c'est ça, dans la sensibilisation, dans le fait de leur ouvrir un champ de possibilités qu'ils n'ont pas forcément ou dont ils n'ont pas forcément conscience. Donc moi, je suis ravie de ce type d'initiative qui, promeut le dynamisme des adolescents. L'engagement des jeunes, des 13-14 ans, très jeunes même, qui constitue un objectif prioritaire, notamment pour les politiques publiques. On continue à en parler dans un instant, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Cheryl Jessica Isengay. Hey, this is Trisha Biegelstad's business card. Take a moment and explore some of those websites and links on the edge there, you know, over there, and see some of the ways that you can integrate technology and art into your lessons. Mano barriga a todo el mundo. Allá vamos. Vamos allá. Como dice. C'est reparti pour l'école du futur. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec nos invités du jour. Jean-Paul Caille, expert scientifique de l'INJEP, co-auteur de cette étude absolument fantastique sur l'engagement des très jeunes adolescents et adolescentes en faveur du bénévolat et des associations. Toujours aussi avec Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay, responsable du Teenage Lab. Dans un instant, on continuera à passer en revue, notamment avec vous, la tendance de consommation des ados et leur engagement. Mais d'abord, notre enquêtrice de l'art, Jeanne Dreyfus, a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, Jeanne, tu nous emmènes dans une nouvelle thématique, celle du jeu vidéo. Oui, mais pas n'importe lequel, parce qu'on va, avec toi, passer en revue la collapsologie, ce qui touche à l'effondrement dans le jeu vidéo quand le jeu se frotte à la fin du monde. Mais oui, Marjorie, parce que ça y est, la fin du monde arrive. Et qu'est-ce qu'on va faire pour contrer ça? Eh ben, jouons. Qu'y a-t-il finalement de plus important avant d'être emporté par un tsunami que de gagner notre dernier pli de belote? Évidemment, je galège tant que je peux encore. Cette fin du monde, elle est éminemment cathartique et les jeux et les récits le sont évidemment au même titre. Cette pensée de la fin du monde naît depuis les débuts de la révolution industrielle. Dès 1805, Jean-Baptiste de Grainville écrivait Le Dernier Homme, le récit d'un dernier survivant de l'humanité sur une terre stérile et mourante. Cette chronique promet d'être une gaieté à
absolue. Bref, cette tendance s'est accélérée ces 50 dernières années, avant de culminer évidemment avec le jeu vidéo. Lui, il va proposer de faire l'expérience de cet effondrement à la première personne, et les exemples sont très nombreux. Je cite Metro 2033, Horizon Zero Dawn, Rust, The Division, Frostpunk, j'en passe et des meilleurs, la liste est très longue. Ouais, j'imagine que tous ces titres passent en revue ces stratégies d'effondrement, mais peut-être pas forcément de la même façon. Évidemment, il existe autant de scénarios d'effondrement que de jeux vidéo. La volonté, néanmoins, revient toujours de contrôler le monde, et cette volonté se retourne contre nous. En fait, dans de nombreux jeux post-apocalyptique, il y a cette esthétique de la soumission humaine qui est mise à mal, avec l'échec du gigantisme en taille et en quantité d'unités de production, l'échec de la colonisation de l'espace, avec ces cosmodromes de Destiny, ces habitations sur d'autres planètes. L'esthétique de la soumission passe aussi par l'informatisation qui gagne les 3 et les 4 dimensions. Les machines sont part active de cette soumission aussi, de matériaux morts auxquels on donne une vie. L'homme est démiurge, une créature vit avec des veines sous forme de fil électrique, un fonctionnement nerveux par des flux d'énergie. Tout ça dans un vocabulaire du sublime, et la grandeur des cadrages montre autant la grandeur des achèvements humains que, du coup, la grandeur de notre ruine. Et tout ça, ça fait partie d'un commentaire sur la démesure de l'homme, son hubris. Est-ce que c'est aussi la cause de cet effondrement ? C'est évidemment une droite ligne très prométhéenne qui parle de l'homme et de sa puissance technologique. La technologie, c'est le lieu de projection de notre propre puissance. Et c'est pas hasard si on a écrit notre histoire à partir justement de cette histoire technologique. Quoi de l'âge de pierre qui ensuite nous fait passer à l'âge de fer, l'âge de bronze, etc. que des reflets de notre propre outillage technologique. Aujourd'hui, on est peut-être passé plus d'une ère des matériaux à une ère des ressources, dont les jeux vidéo traduisent évidemment l'évolution, donnant lieu à une esthétique qui est assez connue du steampunk, qui fait appel à cette époque de la vapeur, à cette époque donc du charbon, pour passer à d'autres esthétiques du pétrole punk. Le pétrole punk, c'est l'esthétique donc du règne des moteurs à explosion et de l'essence. Je passe le radium punk et l'atom punk pour aller directement au solar punk. Attention, c'est le rêve d'une possibilité de croissance verte, un monde d'équilibre total entre notre besoin de confort et notre besoin de planète, somme toute, où nos proches sont à l'abri, où la nature pénètre la ville, où la ville pénètre la nature dans un état de sympathie des éléments, où l'homme peut vivre heureux en harmonie avec sa planète et sa PS4. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Que le problème et la solution, c'est un petit peu la même chose ? On va voir ces innovations vertes et vertueuses qui sont forcément là aussi technologiques. C'est un peu là où le serpent se mord la queue, parce que justement, entre un jeu vidéo tel que Fallout, qui raconte l'histoire d'une guerre atomique qui se passe en 2070 suite à une guerre des ressources, ou un autre jeu vidéo tel que Horizon Zero Dawn, où, sachant la fin du monde, les protagonistes vont envisager la sauvegarde informatique du monde entier, suivie de la terraformation, c'est-à-dire en fait on va charger le monde, on va faire une sauvegarde du monde entier pour le reconstruire ailleurs. Bref, dans tous ces jeux vidéo, positivisme rime avec technophilie. Et donc ces scénarios basés sur une apocalypse du progrès permettent de trouver comme solution des solutions encore plus technologiques. Donc, c'est là où je voudrais finir cette chronique avec un jeu qui nous fait un peu changer notre perspective, qui s'appelle Everything. Everything parce que c'est le jeu qui permet de jouer à tout. Ça permet d'aller explorer le point de vue d'une fleur, le point de vue d'une coccinelle, le point de vue d'une cellule, parce que, en fait, en changeant de point de vue, on va essayer de changer de paradigme. On va essayer de ne plus se baser sur cette soumission de l'homme, de la nature par l'homme, mais de la pensée d'un environnement commun, peut-être le renouveau d'un certain animisme, dans le sens où on envisage la vie à toutes les échelles, du micro au macro, tissées de la même étoffe, où l'homme n'est plus dominant mais participant, où il est vu comme ce qu'il est, à savoir un peu d'ADN humain pour des milliards de micro-organismes qui suivent tous leurs propres intérêts. Et donc peut-être que si on se considère comme une partie réelle du monde, eh bien on changera notre attitude de soumission avant que celle-ci ne se retourne terriblement contre nous-mêmes. Voilà. Vous ne verrez plus jamais votre manette de PlayStation de la même façon désormais. Merci
Merci infiniment, Jeanne, pour nous avoir aidé à changer de perspective justement sur cette collapsologie portée dans le jeu vidéo. Caroline, je vous voyais très attentive justement à la chronique de Jeanne. Ça fait aussi partie finalement de tous les outils qui sont mis à la disposition des adolescents et des adolescentes pour pouvoir se faire une image du monde dans lequel ils vont vivre, ils vivent. Est-ce que le jeu vidéo, c'est un outil de consommation prépondérant justement chez vos utilisateurs et utilisatrices? Alors oui, et sans surprise, particulièrement chez les garçons pour le coup, mais effectivement c'est un poste de dépense important pour les adolescents qui vont avoir tendance à acheter effectivement chez Apple, Google, donc des jeux vidéo en ligne, mais aussi sur Nintendo, PlayStation. Voilà, c'est des marques qui sont évidemment très présentes chez les adolescents. La chance qu'ils peuvent avoir avec une carte Pixpay, c'est qu'ils peuvent eux-mêmes prendre la main sur leur consommation et donc échapper un peu au poids du parent qui dit allez je te prête la carte. Là non, ils ont leur propre carte, donc ils peuvent faire leurs propres dépenses, leurs propres choix et voilà, donc oui effectivement c'est un élément fort de consommation des ados. Mais d'ailleurs en complément de ça, c'est marrant parce que j'avais lu une étude de Credoc que je trouvais très intéressante qui disait qu'il fallait aussi qu'on puisse donner des moyens concrets aux adolescents de se projeter et c'est vrai que ce type de jeu vidéo, je pense, elle est importante parce qu'elle rentre dans leur quotidien et qu'elle leur permet d'affronter de manière beaucoup plus concrète des thématiques qui sont nécessairement hyper anxiogènes pour eux. Absolument. Et tout de suite, on continue justement à parler de cette consommation des adolescents et des adolescentes. On le met en perspective avec leur envie d'engagement auprès des associations, du bénévolat, du don. C'est la deuxième partie de notre talk. Et pour ce faire, Jean-Paul Caille, expert scientifique auprès de l'INJEP et auteur de cette étude sur l'engagement des adolescents et des adolescentes, est toujours avec nous. Caroline Ménager aussi. On vient justement de toucher à l'essence même du modèle de Pixpay, qui est la start-up que vous avez cofondée, une fintech pour les ados, quasiment par les ados, à ceci près qu'il y a quand même une intermédiation des parents. L'idée, c'est de se dire que les solutions de digitalisation de l'argent de poche, eh bien, elles peuvent aussi nous permettre d'augurer une nouvelle façon d'entrevoir l'éducation au budget, l'éducation aux finances des ados. C'est une carte de paiement, très simplement, qui va avoir aussi une application miroir où les parents vont pouvoir ouvrir ce compte au nom de leurs enfants et tout va se passer de façon extrêmement transparente sur le back-office du compte, qui est donc une application et on va voir les dépenses au fur et à mesure de son enfant et de son adolescent et pouvoir les vérifier donc en quelque sorte. Tout à fait. Est-ce que les ados sont consentants pour que les parents vérifient les dépenses? Alors, oui, et de manière très large. Pour le coup, effectivement, donc dans Pixpay, l'adolescent a donc sa carte de paiement, une application sur laquelle il va suivre ses dépenses, et le parent va avoir une application miroir. Donc à chaque fois que l'adolescent va dépenser quelque chose, le parent typiquement va pouvoir recevoir une notification temps réel qui va lui dire ce qu'il se passe. Ce qui est vrai, c'est que les adolescents, et pour le coup j'en ai interrogé beaucoup, on a mis en place une Pixpay Academy où on reçoit très régulièrement des stagiaires de 3e et aussi d'autres âges qui viennent au bureau. Et le message qu'ils nous disent, c'est oui, dans les faits, c'est quand même l'argent de mes parents, c'est eux qui me le donnent dans l'essentiel. Alors, il y a des petits boulots, il y a plein d'autres choses, mais c'est l'argent de mes parents, c'est normal qu'ils sachent ce que je fais avec. Et je pense qu'en parallèle de ça, il y a aussi beaucoup de besoin pour l'ado d'être accompagné par son parent. C'est pas évident d'apprendre à gérer son argent, de savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc, le fait de se dire, quand je dépense quelque chose, mon parent va le voir, si je dérape, en fait, je peux pas déraper très loin. Je peux pas déraper très loin, d'autant plus qu'il y a vraiment cette idée, encore une fois, d'accompagner ces adolescents sur le chemin de leur éducation financière. On le disait tout à l'heure, il y a la partie vraiment dépenses qui est assez basique, mais il y a aussi une fonction épargne, la fonction don dont on a beaucoup parlé tout à l'heure là aussi. À chaque fois, on essaie de faire un pas vers une donnée, une grande définition de la gestion de son budget. Tout à fait. Et ça de façon très pragmatique. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est pas de montrer des petites vidéos pour expliquer ce que c'est qu'un taux d'intérêt. C'est pas le sujet, c'est de le vivre. Et en fait, quand on vit les choses, elles rentrent beaucoup plus naturellement et de façon beaucoup plus durable dans la vie de l'adolescent. Donc, typiquement, apprendre à épargner, c'est un sujet hyper important, c'est un sujet qui va nous accompagner toute notre vie. Le nombre d'adultes qui me disent qu'ils sont en difficulté pour mettre de côté, c'est réel. Voilà, donc nous, on va leur permettre de mettre en place des petites cagnottes projets au sein de leur application. Et typiquement, il y a l'argent qu'ils peuvent dépenser et l'argent qu'ils ne peuvent pas dépenser. Et à côté de ça, des méthodes d'épargne, typiquement l'arrondi sur les dépenses. Donc à chaque dépense, je vais mettre l'arrondi à l'euro supérieur sur ma petite cagnotte. Et à la fin, on se rend compte que les petits ruisseaux font les grandes rivières assez rapidement. Une éducation financière extrêmement
pragmatique donc. Et vous avez aussi mis en place un Teenage Lab, un laboratoire qui va aller scruter les comportements des adolescents et des adolescentes vis-à-vis de leur consommation notamment. Il y a les habitudes de consommation, mais il y a aussi une étude que vous avez publiée il y a quelques semaines à peine sur l'impact carbone, l'impact RSE de cette consommation adolescente. Et parfois, on va se le dire tout de suite, on n'est pas un paradoxe près. Non, c'est vrai. Nous, on a été très surpris en fait par à la fois l'engagement des adolescents dans tout un tas de sujets, et notamment typiquement sur l'engagement associatif, et la réalité d'une consommation qui fait vraiment la part belle aux grosses marques, à la fast fashion notamment. Et typiquement, c'est vrai que dans cette étude ressort par exemple une marque comme Shein qui la plateforme d'ultra fast fashion qui va quasiment avoir des nouveautés tous les jours qui arrivent sur la plateforme avec des conditions de fabrication de ce prêt-à-porter qui sont parfois un peu remises en question. Exactement. Et pour autant, une marque extrêmement plébiscitée par les adolescentes, surtout françaises. C'est quand même 22% du total de l'impact carbone des adolescentes françaises aujourd'hui. Donc c'est considérable. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, ce qui en ressort, c'est vraiment cette difficulté pour un ado à concilier à la fois son envie de consommer, son envie de faire partie d'un présent, la sollicitation permanente de tout un tas de messages publicitaires et marketing et sa conscience écologique. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué de concilier cette envie de consommer avec une envie de consommer plus responsable, d'autant que les budgets des adolescents ne le permettent pas toujours. Et que les prix pratiqués par ce type de plateforme, évidemment, défient toute concurrence et permet d'assouvir ces envies de mode qui sont aussi suscitées, là aussi, puisque tout cela est un grand écosystème par l'alimentation des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux au même moment. C'est intéressant parce que ça nous montre ce paradoxe-là et en même temps, dans votre étude, Jean-Paul, on revient à cet engagement numéro 1, toute cause confondue, qui est vraiment celle de la défense de l'environnement. Est-ce que, encore une fois, voilà, il n'y a pas un paradoxe intéressant à analyser ici? Alors, il y a un paradoxe, mais il faut bien comprendre que la défense de l'environnement, c'est quand même une cause qui va mobiliser plus les meilleurs élèves et plus les enfants de cadre et de chefs d'entreprise que ceux d'ouvriers et d'inactifs. Dans les deux cas, entre les 20 meilleurs élèves et les 20 élèves qui vont avoir un niveau d'acquis le plus fragile, la moitié des premiers vont vouloir s'engager sur l'environnement et seulement un peu plus du tiers des seconds. Et on retrouve des chiffres similaires si on regarde l'origine sociale. Donc vous voyez que tout se passe comme si, en définitive, la sensibilité à la cause environnementale était quand même encore très liée et au niveau d'éducation et à l'origine sociale. Alors, pardon de le poser comme ça, ça veut dire quoi? Que la défense de l'environnement, c'est une question de riches encore aujourd'hui, Caroline? Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qu'il ressort effectivement de l'étude. Et c'est vrai que nous, dans le cadre de notre PixPay Academy, quand on reçoit tous ces stagiaires, moi j'ai beaucoup de stagiaires qui me disent en fait, ça ne me parle pas. Pourquoi nous ferions des efforts avant vous, les adultes? Vous avez détruit la planète. Montrez-nous l'exemple et on fera derrière et on suivra. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'ils ont besoin aujourd'hui d'être guidés et d'avoir des gens qui vont leur montrer le chemin. Donc c'est vrai que peut-être que des populations qui sont plus sensibilisées par leurs parents, par leurs aînés, vont prendre ce sujet à bras-le-corps, alors que ça ne va pas forcément être le cas de populations peut-être un petit peu plus fragiles, pour qui ce n'est pas la priorité numéro 1 au quotidien. C'est ce qui est ressorti aussi de vos conversations avec ces 12 000 collégiens et collégiennes pour pouvoir mieux comprendre leur envie d'engagement, Jean-Paul? On les a pas, vous savez, c'est une enquête quantitative. Je me doute bien que vous n'êtes pas allé voir 12 000 collégiens en personne, voilà, même si vous étiez deux co-auteurs. Si vous voulez, donc hélas, on n'a pas eu de... il y a eu une partie de la collecte qui était téléphonique, mais c'est toujours sur un questionnaire standardisé dont on ne s'échappe pas. Donc si vous voulez, j'ai du mal à répondre à votre question. Mais en tout cas, on voit que ce paradoxe, il est bien là. Et pourtant, il y a d'autres jeunes fintech qui s'engagent sur la question. On a reçu sur ce plateau il y a quelques jours à peine Vibe et Canel Chocron, sa directrice du marketing, qui se lance et qui lance un défi justement aux entreprises et aux marques avec le Gen Z Act. Cette initiative pour éduquer justement les marques aux préoccupations de la génération Z et les accompagner justement aux valeurs et à l'engagement, notamment sur la défense de l'environnement, mais pas que. Comment est-ce qu'on peut éviter le Gen Z washing dans ce cadre, Caroline ?
Alors, c'est effectivement pas évident. Déjà, je trouve que ce type d'initiative est une superbe initiative. Effectivement, les marques, globalement, sont un peu perdues quand on parle de la génération Z. Elles ne savent pas trop qui c'est, elles ne savent pas trop comment leur parler. Et donc, effectivement, elles sont très sensibles à des marques comme Vibe, comme Pixpay, qui sont au quotidien avec ces adolescents et capables de, de les comprendre, de comprendre leurs préoccupations dans leur quotidien. Et justement, pouvoir là aussi se rappeler à leurs engagements, à leurs valeurs. Et puis il y a aussi finalement ce double effet qui se coule, si je veux dire, #boomer. On est à la fois sur des consommateurs et des consommatrices ados, mais aussi de futurs talents de ces secteurs qui vont pouvoir aussi s'engager dans ces professions et ces métiers du futur. Donc les marques envisagent tout autant cette population Gen Z comme des consommateurs et consommatrices et comme des futurs talents qui peuvent venir travailler pour eux un jour. Tout à fait, et des futurs talents pas forcément si futurs que ça, parce qu'effectivement il y a de plus en plus de marques aussi qui vont utiliser des jeunes, des influenceurs pour promouvoir leurs services. Donc effectivement, je pense que être à la fois reconnu, identifié par ces populations plus jeunes, pour des marques statutaires installées, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est marrant le switch qui est en train de se passer sur des marques historiques qui ont eu pendant des années des façons de travailler très standardisées et qui aujourd'hui sont complètement en train de casser les codes, que ce soit via des influenceurs pour parler à ces populations avec leurs codes. Et on peut penser notamment à McDonald's que vous avez audité dans votre enquête sur l'impact carbone de la consommation des ados, qui reste une des marques préférées de ces générations et qui a finalement traversé le temps. Complètement. Alors d'ailleurs, c'est pas une des marques préférées, c'est la marque préférée des ados, mais alors toutes catégories confondues, garçons, filles, toute catégorie sociale et toute catégorie sociale. Effectivement, c'est une marque qui reste extrêmement forte pour les ados, mais moi je pense que c'est aussi vraiment lié au fait que ça permet à la fois de se nourrir pour pas trop cher, c'est moins de 10 € pour aller se faire son repas chez McDo, et qui en plus correspond à un moment qui est important pour l'ado, c'est l'envie de sociabiliser avec ses pairs, d'avoir une occasion de sortie, de se retrouver entre eux. Et donc c'est vrai qu'à partir de 14 ans, la consommation de McDonald's explose. Socialiser avec ses pairs, est-ce que c'est aussi une des données qui ressort de votre étude, Jean-Paul? Parce qu'on peut se dire que par l'engagement associatif, par le bénévolat, il y a aussi cette envie d'être en contact avec les autres et au service des autres. Bon, alors, directement de cette étude, non, parce qu'on ne s'était pas intéressé à cette question, mais les élèves qui ont été interrogés dans le cadre de cette enquête font partie d'un panel sur lequel on les a interrogés sur tous leurs liens sociaux. Et effectivement, on est à un âge où la sociabilité est extrêmement importante et monte. Pour vous donner quelques chiffres, la moitié des élèves de 13 ou 14 ans, par exemple, vont sortir au moins une fois par semaine avec leurs copains. Les communications sur Internet ou par SMS, la majorité d'entre eux, ils le font de manière quotidienne. Donc il y a une montée de la sociabilité à cet âge-là qui est extrêmement important et qui effectivement est un autre vecteur d'influence que la famille ou l'école. Ouais, c'est le meilleur réseau social, si j'ose dire, Caroline. La consommation collective. La consommation collective et l'engagement aussi. Oui, tout à fait, effectivement. Et c'est des sujets sur lesquels ils vont à la fois se retrouver sur des thématiques qui leur sont chères et qui leur sont communes. Donc complètement. Mais c'est vrai que la sociabilisation des ados, c'est un élément hyper important et sur lesquels ils ont besoin de trouver des façons de la concrétiser en fait. 100 000 utilisateurs et utilisatrices aujourd'hui pour Pixpay. Vous attendez des chiffres plus importants dans les prochains mois? Alors moi je suis convaincue que l'usage de la carte de paiement pour ados va exploser. On le voit aujourd'hui sur nos utilisateurs, plus d'une dépense sur 4 est faite en ligne. Aujourd'hui, quand on n'a pas de carte de paiement, qu'on reçoit son argent de poche en cash, ce qui est très bien dans l'absolu, on ne peut pas faire ce type d'achat. Donc oui, ça va forcément croître. On a des parents qui sont de plus en plus digitaux, qui ont de moins en moins d'argent liquide dans leur poche. Donc c'est vrai que ça accompagne en fait une évolution assez naturelle de la société vers plus de dématérialisation et plus d'envie de pouvoir acheter en ligne ou de payer par Apple Pay, Google Pay par exemple. Du rapport à l'argent jusqu'au bénévolat de ces adolescents et adolescentes. On a fait le tour avec vous deux ici sur ce plateau aujourd'hui. Merci Jean-Paul Caille d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur pour l'INJEP. Merci infiniment Caroline pour toutes ces études. On peut les retrouver d'ailleurs sur le site de Pixpay via le Teenage Lab. Et je sais que vous enrichissez régulièrement justement la thématique de ces études. Merci comme toujours évidemment à Jeanne Dreyfus. Merci à toi et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de l'École du Futur.